apparaîtront à la fin de notre échange et de cette manière, vous pourrez aussi revoir ou faire le rattrapage qui s'impose. Donc, on a vu la semaine dernière que le théâtre art vivant, art de la scène était difficilement compatible avec notamment les mesures sanitaires qu'impose la situation présente. Mais nous avons aussi réfléchi, nous allons en faire autant aujourd'hui, dans une perspective internationale, cette fois appliquée à la littérature. La littérature peut être également concernée, elle l'est d'ailleurs concernée, peut-être moins à l'étape de la création, puisque par essence, écrire, c'est un acte solitaire, la lecture aussi d'ailleurs, mais bien sûr, au moment de la diffusion et à différentes étapes de la chaîne du livre, il y a le public, la discipline est tournée vers le public. Alors, 4 participants, je vous les présente dès maintenant. Dominique Lemieux à Québec. Bonjour Dominique Lemieux. Alors, vous êtes directeur de la Maison de la littérature, qui est un des lieux importants de la diffusion de la littérature à Québec. Vous êtes directeur également du Festival Québec en toutes lettres. Et je précise qu'auparavant, vous avez été directeur général de la coopérative LIC, Librairie indépendante du Québec. Donc, ça vous donne aussi un point de vue de libraire, parce que le libraire en vous, je suppose, n'est pas complètement occulté par vos fonctions. Aurélie Morin à Berlin. Bonjour Aurélie, vous êtes traductrice littéraire, vous êtes directrice du programme Toledo. Et le programme Toledo, c'est la section internationale du Fonds allemand de traduction. Et vous êtes également commissaire et présentatrice dans divers lieux de diffusion à Québec, à Berlin, à Québec éventuellement, sait-on jamais. D'ailleurs, il y a des accords, il y a des coopérations entre le Québec et l'Allemagne qui se sont nouées grâce à vous. Je n'entre pas dans les détails des descriptions des uns et des autres parce qu'on trouve tout sur le site, évidemment. Natacha Canapé-Fontaine, bonjour, à Montréal. Donc, vous êtes poète Innu, originaire de Pessamit sur la Côte-Nord, mais vous vivez à Montréal. Poète, je l'ai dit, mais aussi comédienne, artiste en art visuel, militante pour les droits autochtones et environnementaux. Vos livres, vos ouvrages de poésie ont paru aux éditions Mémoire d'Encrier. Donc, je réfère le public à la maison d'édition. Gilles Crémer, parlant d'éditeur, donc à Paris, vous êtes éditeur, vous dirigez les éditions Rive-Neuve depuis 2016. Cette maison d'édition indépendante a été créée il y a 20 ans à Marseille et son catalogue est tourné vers l'international, vers le monde étranger. Hein. Comme on l'explique sur le site, il s'agit de donner accès aux Français à la planète livre et à la planète livre et à la planète littérature et auteur. C'est une maison d'édition généraliste, donc littérature, sciences humaines, beaux livres, théâtre, BD. Vous-même, vous êtes journaliste et chercheur de formation. Vous avez travaillé dans les réseaux culturels français à l'étranger. Notamment, vous avez été directeur du centre franco-allemand à Ramallah. Et vous avez aussi été en poste au Caire, vous avez enseigné dans diverses universités à l'étranger et en France. Donc, la vision internationale, vous l'avez, elle est dans vos fibres. Alors, j'ai envie première question volontairement, délibérément générale, mais ça peut être intéressant dans un premier temps. Très brièvement, comment avez-vous vécu le confinement les uns et les autres? Donc, je vais y aller à tour de rôle, technique oblige, mais bien sûr, vous pourrez rebondir et réagir. Peut-être Aurélie Morin, d'abord, à Berlin. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous rencontrer virtuellement. Comment j'ai vécu le confinement à titre personnel? Pour dire très rapidement, on a le privilège ici à Berlin d'avoir été seulement semi-confinés. C'est-à-dire qu'on a toujours eu le droit de continuer à se promener, de se rencontrer avec certaines consignes évidemment sanitaires, et avec quand même la situation que je viens de France, un peu schizophrénique, d'être en contact avec tous les amis français qui, eux, étaient complètement confinés. J'en ai encore un petit peu le vertige d'être comme ça à cheval sur deux systèmes. Pour ce qui est du programme Toledo, évidemment, tout d'abord un terrible choc puisqu'il a fallu annuler, arrêter, stopper. Donc, on avait prévu énormément de rencontres en mai, en juin.
Évidemment, c'était complètement impossible. Après, je dirais que la deuxième période, après le choc, ça a été pas euphorique, mais je dirais un léger moment de se rendre compte à quel point les programmes pour lesquels on se bat, justement, dans ces périodes-là, ils sont d'autant plus importants. Et que pour pouvoir rester en contact de cœur et d'esprit, comme vous avez si joliment dit, justement, cet instrument, il était d'une valeur que je n'avais pas soupçonnée avant. Donc, de se rendre compte de ça aussi, de cette mission qu'on a, il y avait aussi un côté très missionnaire, assez fabuleux à vivre. Et puis, finalement, pour dire très concrètement, une nouvelle manière de travailler avec les collègues, avec les traducteurs, avec les institutions, et donc de réapprendre, de retrouver des nouveaux modes. On parle beaucoup de social distancing, on a dû réinventer le social translating. Et donc voilà, je dirais beaucoup de géométrie variable, de différentes situations, différentes émotions, et puis beaucoup de travail. Et on s'est mis au travail, et on s'est mis en mode virtuel et on continue. On rentrera dans les détails plus tard, qu'est-ce qu'on a fait exactement. Donc, je dirais ça va bien, ça va mal, ça va un petit peu dans tous les sens. Oui, selon les jours et même selon les moments dans la journée. Tout Il à se fait. trouve que, je me permets une parenthèse, il se trouve que je suis par ailleurs directrice générale du Festival littéraire international Métropolis Bleue, qui aurait dû avoir lieu, en tout cas pour ce qui est de sa programmation en salle, à fin avril. Alors, on a dû annuler cette programmation en salle, mais je comprends très bien les états d'âme et les états d'esprit qui ont été les vôtres, et puis la nécessité de rebondir aussitôt, autrement, et de continuer en fait d'exister d'une certaine manière. J'ai envie d'aller vers Dominique Lemieux pour entendre Québec, parce qu'il y a aussi là un lieu de diffusion important, et dans la foulée, savoir de lui comment là-bas on s'en est sorti. Ben, c'était une aventure comme tout autre organisme, tout autre lieu de diffusion qui a été tout s'est accéléré à une vitesse folle au départ, hein, parce qu'on a déjà commencé à bâtir des scénarios en voyant ce qui s'en venait tranquillement, puis tout à coup, tout s'est accéléré, puis on est tombé dans une spirale infernale qui a entraîné, dans notre cas, l'annulation, évidemment, de centaines d'activités. Il faut dire, la Maison de la littérature, c'est 250 activités par année dans notre lieu de diffusion, mais on gère également l'ensemble du réseau des bibliothèques de la Ville de Québec. Donc là aussi, c'est une série de programmations. Donc, l'effervescence du départ, ça a été de gérer de façon dramatique l'annulation de ces activités-là, les contacts avec les artistes, avec les différents partenaires. Ça a été une grande montagne là, qui a sollicité énormément de personnes dans l'équipe. Puis, on s'entend que notre travail habituellement, c'est de développer des projets qui seront présentés à un public. Alors, de détricoter complètement ce qui a été réalisé les semaines et les mois et les années précédentes, c'est vraiment difficile. Puis, on l'a vécu, je pense, à un exemple. Nous, on devait accueillir la semaine suivante, là, donc à la mi-mars, des artistes de Namur qui devaient débarquer dans le cadre d'un projet de résidence de création qui jumelait la ville des artistes de Namur et des artistes de Québec. Donc, eux, là, tout était prêt. Le projet avait déjà connu une première phase de création à Namur, devait se compléter à Québec, avoir une présentation publique. De vivre la déception de ces artistes-là qui ont tant rêvé, parce que c'était des artistes de la relève dans ce cas-là encore plus, d'avoir une opportunité comme celle-là, puis de malheureusement ne pas pouvoir le réaliser. Ça a été quand même dramatique, où je pense à une autrice, Valérie Faure, qui devait s'envoler pour Bordeaux les jours suivants pour une résidence de création à Bordeaux. Bon, on y a quand même, pour nous, c'était vital de maintenir les conditions auprès des artistes, donc les cachets, tous les engagements auprès des artistes et des organismes, on les a maintenus. Donc, on a offert la bourse de création dans ce cas-là, à Valérie Faure, mais en même temps, ce n'est pas du tout le même contexte de création. On ne peut pas lui demander d'être dans une capacité d'écriture ou d'ouverture à l'autre, alors qu'elle est confinée chez elle dans une situation dramatique comme celle qu'elle a vécue. Donc, on a vécu cette première phase-là qui était quand même lourde de gestion de crise, là, vraiment importante en phase d'annulation puis de gestion administrative associée à ça. Puis ensuite, de dire, on a quand même le goût de jouer un rôle qui est le nôtre, c'est-à-dire de ramener de la lumière, de participer à ce mouvement-là de
de contact d'un public avec la littérature sous toutes ses formes. Et là, c'est là que certaines initiatives numériques ont pu émerger. C'était déjà une réflexion qui était très présente chez nous, qui a été accélérée, puis qui s'est déployée, qui continuera de se déployer au cours des prochaines semaines, mais toujours dans une volonté de soutenir les artistes et les créateurs, les créatrices, en offrant des cachets et des avantages nécessaires pour la réalisation de ces activités-là. Donc, la gratuité, c'est pas votre lot. Ben non, non. Pour nous, ben c'est non. La réponse officielle, c'est clairement un non par rapport à demander, à solliciter des artistes pour une participation gracieuse. Par contre, ensuite, il y a aussi la responsabilité de l'artiste lui-même. Tu sais, moi, je comprends qu'un artiste ait pu choisir de performer dans un autre cadre. Ça leur appartient complètement. Mais nous, comme institution culturelle, on trouvait important de maintenir le rôle qui est le nôtre, c'est-à-dire de soutenir la création et les artistes. Bien sûr. Alors, deuil et puis action, si je résume un peu votre... Deuil, action, puis je dirais peut-être montagne russe, là, évidemment, comme tout le monde, là, des périodes de découragement, des périodes de dire ben, c'est quoi notre rôle aujourd'hui là, dans un lieu comme le nôtre. Et évidemment, toute la pression, évidemment, financière également que ça exerce sur nos activités. Dans notre cas, on a dû annuler notre soirée bénéfice annuel. C'est plusieurs dizaines de milliers de dollars qu'on récoltait comme ça. Des suivis, des sources de financement qui ont été mises en arrêt ou suspendues temporairement, plusieurs revenus autonomes qui n'ont pas lieu dans un lieu de diffusion comme nous, les revenus de bar, les revenus de billetterie, c'est des sommes qui sont importantes. Donc, toute la gestion aussi de mise à pied de certains employés de nos équipes, c'est crève-cœur. On a un plan de match, on a de l'ambition, on planifie. Puis au final, être obligé de justement mettre à pied certains collègues, de gérer tout ce que ça implique, je dirais qu'il y a beaucoup de montagnes russes là-dedans. Ouais. Vous avez parlé, Dominique Lemieux, des écrivains, des jeunes auteurs, des auteurs. Ça fait tout à fait la transition vers Natacha Canapé-Fontaine. En ce qui vous concerne, Natacha, comment se sont passées les dernières semaines? Mais dans mon cas, par exemple, vous m'entendez bien? Oui. Oui. Dans mon cas, par exemple, cette année, ça devait être vraiment une année un peu cruciale en quelque sorte pour moi parce que j'allais avoir 2 périodes dans l'année de tournée en Europe. Puis le 15 mars, je devais partir justement pour la France, puis pour commencer une tournée en France, en Belgique. En Suisse, en Irlande, puis en passant par Londres. Puis ça aurait été vraiment quelque chose de vraiment spécial. Puis c'est pas seulement en tant qu'autrice, mais c'est aussi en tant que slameuse, pas musicienne, mais chanteuse aussi avec mon spectacle Nuit mondaine avec l'agence La Tribu, puis le musicien Manuel Gass. Puis donc, avec Mémoire d'Encrier, j'avais plein de rendez-vous dans des librairies pour pouvoir rencontrer le public de ces librairies-là, ces lecteurs-là, qui allait être beaucoup un nouveau public que j'allais rencontrer, puis d'autres que j'allais retrouver après des années, après ne pas être revenue en Europe. Puis, donc, pour moi, ça aurait été vraiment un moment vraiment spécial, non seulement dans ma carrière, mais aussi même personnel, de faire ces rencontres-là. Et donc, tout a été annulé, comme on dit, back-à-back et je devais revenir au début mai. Et ensuite, je devais aussi présenter mon spectacle Chikushko, Chihegoro, j'ai parlé en anglais, d'après Bleu Abricot en mai, ici à Montréal, devant des diffuseurs. Et donc, ça aurait aussi donné une tournée à l'international par la suite dans la prochaine année, puis peut-être dans les prochaines années. Et donc, tout ça, c'est sûr, c'est pas tombé à l'eau parce que j'y crois pas, mais c'est tombé quelque part dans les airs. Et donc, je me suis dit, il faut vraiment que je vois ça d'un bon œil. À chaque fois, c'est ça que quand il y a une situation comme ça, c'est ça que je me dis. Donc, j'ai quand même pu me reposer beaucoup à la maison. Puis, je travaille sur des traductions de l'anglais au français aussi, donc j'ai pu vraiment me concentrer que sur ça pendant un bout de temps. Mais c'est sûr qu'au début, c'était vraiment comment pallier à ces pertes de revenus-là, à ce temps-là que j'ai en plus, parce que maintenant, je n'ai plus rien officiellement jusqu'en septembre. Donc, qu'est-ce que je fais avec ce temps-là qui est supplémentaire en quelque sorte. Puis en ce moment, je suis vraiment... Depuis mars, en fait, d'abord, c'était pour voir comment est-ce que je survis. Ensuite, on a attendu l'annonce du gouvernement pour voir
pour savoir qui avait droit à la prestation canadienne d'urgence. Donc, on y avait droit. Puis ensuite, on nous annonce qu'on a le droit de faire que 1 000 $ de plus. Et donc, c'est difficile d'essayer de pallier les revenus et les dépenses pour pas dépasser ça, pour pas se faire taper ses doigts par la suite. Mais dès que la PCU termine, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on survit? Donc, moi, tout de suite, je suis déjà en train de prévoir la suite. J'avais déjà des projets qui sont facilement faisables en ligne, qui vont pouvoir me permettre de survivre en juin-juillet, mais par la suite, je me questionne. Et en attendant, j'ai fait des demandes de subventions. Puis je pense qu'il y a eu une augmentation aussi des demandes de subventions du côté des conseils des arts à ce point-là, parce que je me dis, si je n'ai plus rien en septembre, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer à l'automne. Donc, je voudrais survivre de toute façon. Puis, j'aimerais entrer dans une phase de création, alors que pour le moment, je suis simplement en phase de survie et comment prévoir la suite et l'avenir aussi. J'allais vous le demander, la phase de création, donc écrire, et je sais que vous n'êtes pas que poète, je l'ai dit au début, vous êtes aussi artiste, mais donc la phase de création, est-ce que l'esprit et la situation présente rend propice la création du point de vue de l'esprit uniquement, la disponibilité d'esprit, ce qu'on appelle plus généralement l'inspiration? Mais je pense que chacun est différent. Dans mon cas, par exemple, dépendamment des événements dans ma vie, c'est sûr, l'inspiration vient, dépendamment de qu'est-ce que j'ai besoin d'exprimer. Mais je pense que des fois, les situations de stress risquent d'imbriquer là-dedans puis d'empêcher un peu une espèce d'espace dans l'esprit qui va nous permettre justement l'inspiration. Et dans mon cas, je ne me sens pas être entrée encore en phase de création. Je pense que quand je serai plus tranquille mentalement et du côté financier aussi, ça c'est sûr, je pense que je pourrais beaucoup mieux me reposer parce que j'ai l'impression d'avoir beaucoup travaillé depuis 2 mois, même de chez moi, pour prévoir l'avenir et sentir à un moment donné que je suis stable. Et pour le moment, donc... mais entre-temps, quand même, il y a eu des phases où j'ai pu écrire quelque chose, puis même pour l'occasion d'une lecture pour un organisme culturel inou dans ma communauté, j'ai pu aussi... J'avais l'intention d'écrire des nouveaux textes pour ça. Tu sais, je me suis dit, je vais essayer de faire partir la machine, comme on dit, mais c'est encore très difficile. Donc, je pense que c'est ça. Ça dépend de ce qui va se passer au cours des prochains mois. Très bien. Gilles Crémer, éditeur à Paris. À Paris, en fait, ça a commencé par l'annulation du Salon du Livre à la mi-mars, sur lequel nous travaillons tous beaucoup. Donc ça, c'est un premier choc. Ça veut dire, nous, on avait un stand, on avait 30 auteurs en signature, donc il faut annuler tout ça. Et puis, on a ensuite dû mettre en place une espèce de système de survie. Alors, les auteurs sont effectivement très, très fragilisés. Les éditeurs ont quelques aides, heureusement, pour essayer de sauver les meubles, puisqu'il y a des aides pour les maisons d'édition qui ont perdu plus de 50%, pas seulement les maisons d'édition, mais c'est aussi applicable aux maisons d'édition, plus de 50% de leur chiffre d'affaires. Donc moi, en mars, j'ai perdu 45%, donc je n'ai pas pu obtenir les aides, mais en avril, j'ai perdu 77% du chiffre d'affaires, donc par rapport à l'année 2019. Donc là, j'ai pu obtenir les aides en question et surtout mettre une partie, c'est-à-dire en fait notre équipe, nous ne sommes que 3, mes collaborateurs en chômage partiel et en télétravail. Donc moi, j'habite à 25 minutes de marche de la maison d'édition, donc j'ai pu aller au travail tous les jours. Donc d'une certaine façon, ça n'a rien changé du tout. J'ai continué en toute sécurité à venir à pied jusqu'à la maison d'édition, à la faire tourner, notamment parce que nous avions des ventes de livres en ligne. Et donc, on a essayé de développer ça avec l'aide de nos auteurs pour que vraiment, il n'y ait pas que Amazon qui rafle la mise dans cette situation. Et en fait, on a comme ça réussi à avoir une petite activité parallèle, un peu plus forte, 2 à 3 fois plus de livres vendus sur Internet que c'était le cas auparavant. Mais c'est vrai que la fermeture des librairies, les 3300 librairies en France ont été fermées à partir du 16 mars, et ça n'a été rouvert qu'à partir du 11 mai. Donc là, c'est la chute vraiment drastique de toutes les ventes de livres de manière importante. Donc tout le reste, ça n'est que des petites ventes marginales, on va dire. Et donc, on a réussi à maintenir une activité, mais je rejoins tout à fait ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire qu'il y a
on sent qu'il y a une certaine dépression. Enfin, le fait d'être... certains auteurs me disaient d'ailleurs qu'il n'y aura aucun livre intéressant qui va sortir de ce genre d'enfermement. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de gens qui sont vraiment inspirés. On se retrouve tous, même quand, comme moi, je venais au travail régulièrement, on est tous en bas régime. Enfin, on a beaucoup de mal en fait à travailler de manière efficace, à se concentrer. Moi, j'ai fini par arrêter, alors que je suis un ancien journaliste, d'écouter les informations, parce que les informations en boucle, il n'y a rien de plus anxiogène. Donc, j'écoutais les informations le matin, le soir, et puis sinon j'ai arrêté. Et c'était le cas de la plupart, parce qu'effectivement, au bout d'un moment, on est pris par cette espèce d'angoisse générale, et il n'en sort rien de concret et de qualité. Les journaux d'enfermement, même écrits par certains écrivains, ça n'est pas formidable. Ce qui a été positif pour moi, c'est que certains écrivains qui devaient faire des préfaces pour certains de nos livres, des écrivains assez connus comme Nadim Gürsel par exemple, et qui me disaient qu'ils ne seraient sans doute pas disponibles, etc. Là, ils m'ont dit, écoutez, cher monsieur, je n'ai rien d'autre à faire, donc je vais faire votre préface. Donc ça, c'est les éléments positifs de l'affaire. L'autre élément positif, malgré tout, mais je pense qu'on va en parler plus tard, c'est que nous avons été obligés de réduire de manière très importante le nombre de livres que nous publions chaque année. En ce qui me concerne, moi je réduis de façon à être beaucoup plus, parce que j'ai hérité d'une maison d'édition qui publiait trop de livres, et qui était dirigée par quelqu'un d'un certain âge, qui était encore dans la logique des 30 glorieuses, donc c'était toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et moi au contraire, j'ai réduit de façon à faire monter en gamme la qualité, mais en réduisant le nombre de titres. Donc l'année dernière, on a eu 38 livres. Cette année, on n'aura que 30 livres, parce qu'il y a le mois de mars, le mois d'avril qui a complètement disparu, et le mois de mai qui est très entamé. Mais donc, pour les mises à l'office, tout est décalé? Comment tout est décalé, et les diffuseurs-distributeurs nous ont interdit de rajouter encore des livres. Ils nous ont dit vraiment, on oublie les mois qui ont disparu, et les livres qui étaient prévus en mars-avril, ils glissent en mai, juin, juillet, et si vous voulez rajouter encore des livres, vous en enlevez dans le programme précédent. Donc en gros, on a vraiment perdu, c'est une année avec simplement 10 mois, voire 9 mois et demi. Et moi, je trouve ça très bien parce que ça force un peu tous mes collègues, surtout les gros éditeurs, qui ont tendance à surproduire. En France, on a plus de 100 000 nouveautés par an, ce qui est complètement dingue, au point que les libraires ne peuvent plus gérer, le public ne peut plus gérer, etc. Et moi, j'ai réduit ma production, en espérant justement que mes livres se voient mieux. Mais comme mes autres collègues continuent à surproduire, mes livres ne se voient pas tant que ça. Et là, maintenant, tout le monde est obligé de réduire. C'est-à-dire que Gallimard va faire moins 20, moins 30% de livres. Actes Sud, même chose. Hachette, qui est le plus gros éditeur français, moins 40% de livres cette année. Donc, on est tous obligés de réduire. Et ça, c'est le bon point de cette situation difficile. Donc, cette réduction, si je vous entends bien, n'est pas frilosité. Elle est au contraire réaction saine devant la situation présente. Parce que de toute façon, les libraires et les lecteurs ne peuvent pas absorber toute cette surproduction. Donc, si vraiment tout ça était encore plus concentré que d'habitude, les gens étoufferaient. J'ai envie je l'ai dit, cette série de webinaires, elle va s'attacher aux différentes disciplines artistiques. Donc, si on faisait un peu de comparaison, mais toujours dans une perspective internationale, qui est quand même aussi notre sujet, les relations internationales, la coopération internationale. Diriez-vous que la littérature, de par la nature de cet art, est en meilleure position que, par exemple, les arts vivants, le théâtre, comme on a vu la semaine dernière, pour surmonter cette crise, alors qu'on sait qu'elle a aussi des effets, bien sûr, chez les libraires, dans l'édition, vous venez de le dire. J'ai envie de poser la question à Aurélie Morin. C'est une très bonne question et c'est encore là la même acrobatie où j'ai envie de dire on se retrouve toujours un petit peu en bien et en mal. Bon, moi, mon programme, il se consacre surtout aux cultures de la traduction. Et effectivement, on pourrait avoir la naïveté de penser, finalement, le traducteur confiné, c'est génial. Il peut se consacrer complètement à sa traduction. Il n'a jamais eu autant de temps libre. Il est à la maison. Et évidemment, la réalité est complètement autre parce qu'on est à la maison avec du homeschooling, parce qu'effectivement, on vient d'entendre, et c'est la même chose en Allemagne évidemment,
Beaucoup de contrats ont été résiliés, il y a moins de livres qui vont se faire. Surtout, on oublie que les traducteurs ne vivent pas seulement de leur traduction, mais justement aussi de diffusion, de présentation en ligne. Ils accompagnent leur auteur dans les tournées, ils participent au débat. C'est tout le programme de Toledo, justement, de mettre aussi le traducteur sur le devant de la scène. Et tout ça, ça s'écroule. Et on oublie tout cet aspect de ce métier, que le traducteur n'est pas seulement un sage confiné ou pas confiné, toute la journée rivée à son ordinateur. Donc la littérature, c'est pas seulement justement être dans un ordinateur à écrire des lignes, c'est aussi être sur scène. Donc je dirais pas non, elle n'est pas plus épargnée qu'un autre art. Oui, et il y a les ventes de droits, il y a les foires internationales. Évidemment. Les traducteurs doivent avoir des contrats de traduction, tout bêtement, non? Alors voilà, alors il y a beaucoup de choses par rapport à cette crise où on doit se redéfinir, moi en tant que programmatrice, les traducteurs dans le rôle de traducteur. Et c'était assez intéressant parce qu'une des premières réactions à Berlin, du Sénat de Berlin, qui a été très généreuse, ça a été distribué pratiquement des petites sommes d'aide pour surmonter cette crise aux auteurs, aux traducteurs, aux artistes individuellement. Et finalement, un peu plus tard, de démonter quelques programmes de subventions où on se dit, bah oui, mais attention, si on fait disparaître les structures qui font tenir sur le long pour pouvoir après distribuer un petit peu comme ça, c'est dangereux aussi. Donc de se rendre compte que les traducteurs, ils ont besoin de cet échange international, ils ont besoin de cette prise de conscience, ils ont besoin de cette prise de parole, et qu'il ne va pas falloir maintenant laisser tomber tous ces programmes derrière et se concentrer seulement sur la subvention individuelle. Donc ça, c'est aussi une nouvelle prise de conscience par rapport au programme qu'on défend. Et j'avais envie de te donner une toute petite note d'espoir par rapport à ce qu'on vient d'entendre avant, par rapport aux journaux de confinés, où je pense qu'on a tous eu à subir cette crainte d'être assaillis de manuscrits de premiers romans, d'histoires de confinement. Une toute petite note d'espoir, et surtout pour saluer une initiative que j'ai trouvée très belle de la maison d'édition parisienne Le Nouvel Attila, qui est un petit peu allé à l'encontre de ce mouvement, on bloque et on arrête les manuscrits, et qui au contraire s'est dit on va publier plus et on va publier 6 journaux ou 6 manuscrits qui ont été écrits pendant cette période de confinement. Et j'avais le plaisir de faire partie du jury, qui était aussi un jury international, et on s'est seulement rencontrés sur Zoom. Et alors, vraiment épatée par la bonne surprise des manuscrits que j'ai lus. J'avais vraiment très, très, très peur de me retrouver dans des résidences secondaires et des récits sur le confinement. Et en fait, on s'est retrouvés dans des manuscrits de science-fiction, vraiment des manuscrits fabuleux qui ont été écrits dans ces mois-ci. Alors peut-être qu'il y a un petit peu d'espoir à ce niveau-là. Je voulais quand même et saluer cette initiative aussi du Nouvel Attila. Vous sauriez réaction? Oui, bah, je suis ravi de voir qu'il y a quand même des quelques pépites. Juste, je reviens sur la situation notamment des droits et des ventes de droits, puisque c'est vraiment le sujet qui a été tout de suite abordé, mais sous l'angle de la crise. C'est qu'aujourd'hui, les plus gros acheteurs de droits sont les Chinois. Donc, comme ils ont été très vite impactés par la crise, du jour au lendemain, plus aucun agent chinois n'était joignable, à titre humain, à titre personnel, mais aussi à titre de sa société. Et donc, ça a eu un impact immédiat sur tous les agents littéraires, etc., qui, justement, n'avaient plus d'interlocuteurs, n'avaient plus de... Donc, les choses redémarrent aujourd'hui. Nous, on est défendus par une agence littéraire, Pierre et Laure Astier. Pierre Astier avait été élu par ses pairs meilleur agent étranger à Londres l'année dernière, ou il y a 2 ans, je crois, au Salon du Livre de Londres. Donc, voilà des gens qui nous défendent, mais qui, voilà, les choses redémarrent très lentement. On compte effectivement on a plusieurs ouvrages qui ont vocation à être traduits dans différentes langues, mais ça démarre forcément lentement. C'est-à-dire que déjà physiquement, les gens ne sont pas forcément, suivant les pays, enfin, tout va redémarrer quasiment avec les avions, et même si l'utilisation des webinars ou autres, ça nous aide, mais c'est vrai que concrètement, il va falloir remettre en place des salons, on ne peut pas tout remplacer par le numérique, et ça sera forcément très lent. Oui, Dominique Lemieux, on ne peut pas tout remplacer par le numérique, personne n'y songe.
Mais remettre en place, remettre en vol les avions, est-ce que les auteurs voudront, en conscience écologique aussi, voudront se déplacer autant? Est-ce qu'il n'y a pas des pratiques à revoir du point de vue de la diffusion et des relations internationales? Ben, clairement, je pense qu'il y a des éléments qui devront être réimaginés. Puis d'ailleurs, moi, c'est un des éléments que je salue là, avec l'équipe qui m'entoure, avec les partenaires locaux ou internationaux. Ils ont la capacité de réimaginer certaines façons de faire. Puis en même temps, ben moi, je fais partie de ceux, oui, d'accord, il y a des initiatives numériques, ça fait partie d'un positionnement dans notre cas, qu'on souhaitait adopter puis qu'on souhaite installer dans une certaine durée. Par contre, c'est pas la base de nos propositions. Notre proposition, c'est d'abord la rencontre physique entre des artistes et un public, ou d'offrir des conditions de création optimales aux créateurs. Moi, je pense que, bon, comme les deux intervenants avant moi, Aurélie, Gilles, j'ai l'impression que oui, bon, le livre, la littérature se positionne favorablement, c'est-à-dire que c'est un objet qui peut circuler assez aisément ou sous forme numérique. Les gens peuvent être en contact avec la littérature sous différentes formes. Par contre, il ne faut pas nier l'importance de tout acte de promotion. Là. Moi, l'impact de l'annulation de Salon du Livre, ici le Salon du Livre, même chose, le Salon du Livre de Québec ou le Festival Québec BD ou même un événement comme Métropolis Bleu que vous avez dû annuler, a un impact significatif sur les créateurs et créatrices parce qu'il y a des revenus qui sont associés à ça, avec des ventes de livres qui sont associées à ça, avec une visibilité médiatique qui est associée à ça. Et c'est tous ces volets-là qui ont été mis à mal puis qu'on devra remettre en marche pour que ça puisse fonctionner de façon marquée dans le futur. Mais il y a certainement des questionnements qui étaient déjà en germe, qui vont éclore en raison de cette crise-là qu'on traverse. Marie-André, vous abordiez la question des déplacements internationaux. C'était déjà, nous, par exemple, on fait partie du réseau des villes créatives de l'UNESCO. Donc, on est Québec, ville de littérature UNESCO. On était la première ville francophone à obtenir cette désignation-là. Il y a maintenant Angoulême qui a rejoint le réseau cette année. Au sein du réseau, des rencontres annuelles, on en avait des moments de rencontres ou de discussions. Il y avait déjà une volonté de limiter nos déplacements internationaux, d'être conscient de l'impact écologique de nos actions. Et ça accélérera assurément parce qu'une prochaine rencontre aura lieu de façon virtuelle. Puis, il y a déjà justement ces questionnements-là qui étaient présents puis qui vont probablement se mettre en place de façon beaucoup plus marquée dans le futur. Même chose pour, habituellement, lorsqu'on souhaitait accueillir un auteur ou une autrice étranger ou étrangère pendant notre festival ou pendant un événement public, si la personne ne pouvait pas se déplacer, on faisait fi un peu, on passait au suivant, on cherchait une alternative. Alors qu'aujourd'hui, on a aussi cette ouverture-là à dire, écoute, s'il y a un auteur qu'on souhaite accueillir, il y a peut-être moyen de trouver une façon de le diffuser, tout en conservant notre aspect professionnel qui nous importe, tout en conservant notre signature, donc en jumelant avec des intervenants locaux pour susciter la rencontre, puis permettre un rendez-vous qui ne serait pas une capsule réalisée par son éditeur, une capsule promotionnelle réalisée par son éditeur. Donc, tout en conservant vraiment l'identité forte de notre événement ou de notre lieu de diffusion. Puis ça, c'est des opportunités qu'on n'aurait pas saisies, je crois, naturellement auparavant. Donc, oui, il y a des opportunités que la situation aura accéléré ou mise en place au sein de nos lieux. Natacha Canapé-Fontaine, auteure aussi, je l'ai dit au début, d'emblée, militante pour les droits environnementaux, les droits autochtones et environnementaux. Vous réagissez comment quand vous vous tournez vers l'avenir et la possibilité de déplacement à l'étranger? Vous en appelez? Vous avez hâte de repartir ou vous allez y penser à deux fois en raison d'une conscience écologique ou d'une nouvelle donne sanitaire, notamment pour les rassemblements? Dans mon cas, par exemple, ça a toujours fait partie quand même de ma conscience
c'est presque, ça avait été presque une espèce de, pas de lutte, mais de contraste dans mon esprit, justement d'espérer, par exemple, une pollution moindre d'ici les prochaines années, mais en même temps profiter des voyages internationaux pour pouvoir nourrir ma créativité, mon inspiration, puis les rencontres que je fais à l'international avec d'autres auteurs me nourrissent vraiment beaucoup, beaucoup. Et donc, je vois en quelque sorte le déplacement comme nécessaire pour moi dans mon travail, mais aussi dans ma prise de conscience, je pense, du monde, puis de ma personne, je pense, de mon identité d'autrice. C'est vraiment important pour moi, non seulement en tant qu'autrice, mais aussi en tant qu'Innu, parce que je suis descendante d'un peuple de nomades, puis ça fait partie de notre identité. Et moi, j'embrasse cette identité-là en voyageant et en circulant dans le monde. Et comme on peut le constater aussi dans le monde, surtout dans le milieu du livre, de la littérature, des spectacles, on arrive à survivre ensemble au-delà de nos activités locales. On arrive à survivre ensemble à l'international par ces rencontres-là aussi. Donc, c'est comme tout ça est vraiment comme extrêmement relié. Mais dans mon cas, j'avais déjà prévu que d'ici les prochaines années, les 10 prochaines années, j'allais vraiment comme partir à l'international beaucoup moins par conscience écologique. Et en même temps, de plus en plus, je me disais, si j'ai une invitation, je vais essayer comment dire, d'annoncer ma présence quelque part, par exemple en Europe ou sur d'autres continents, mais en Europe surtout parce que je connais plus les événements, puis de dire que si je me déplace une fois, je vais me déplacer justement une fois, je vais prendre l'avion une fois, puis je vais rester longtemps, le plus longtemps possible, ensuite je vais revenir, puis ça va être comme un aller-retour au final, puis c'est ce que je voulais tenter de prévoir d'ici les prochaines années. Mais en même temps, c'est pour ça que je me sens quand même bien, j'accepte bien d'être à la maison dans cette conscience-là en me disant je pollue beaucoup moins et de pouvoir, par exemple, observer comment la nature en ce moment même évolue pendant la pandémie de son côté et on voit comment elle semble complètement en santé en ce moment même, après 2 mois d'arrêt presque total de toutes nos activités, mais on voit en fait quels sont les bienfaits positifs sur la nature en ce moment. Puis moi, je veux dire, c'est ça qui peut me rendre heureuse. Et là, je me questionne justement par rapport à la circulation. Tu sais, moi, je suis complètement sédentarisée en ce moment et c'est un peu envers mon identité, justement, comme je vous dis, comment je me définis moi-même. Mais en même temps, je réfléchis, la pandémie est quelque chose de biologique, est quelque chose de naturel. C'est arrivé à plusieurs moments de l'histoire et je me dis, donc, moi, en tant qu'autrice, justement, en tant que poète, surtout, comment est-ce que je peux accepter cette présence-là dans le monde d'un événement comme tel et comment est-ce que je peux l'impliquer dans ma vie, dans le sens comment est-ce que je peux faire en sorte dans mon identité, mais aussi dans ma circulation, comment est-ce que je peux prévenir aussi peut-être des événements. C'est drôle à dire, mais c'est comme, je pense que c'est ultra philosophique mon affaire, mais comment prévenir des événements comme ceux-ci à l'avenir si justement je me questionne beaucoup plus sur comment est-ce que je circule dans le monde. Et donc, pas juste dans la circulation, dans l'idée du mouvement, mais aussi comment est-ce que je consomme par la suite. Aurélie Morin, comment les relations internationales en matière de diffusion littéraire vont-elles évoluer? Ah, si je savais. Mais je voulais juste déjà rebondir sur ce que disait Dominique Lemieux, que je trouvais vraiment intéressant sur cette réimagination, parce qu'il y a vraiment on touche vraiment un point important sur cette ambivalence qu'on porte peut-être un peu tous. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vu à quel point j'étais prise en sandwich dans cette envie de réinventer avec le virtuel des nouveaux moyens de rencontre et en même temps la peur de se dire, mais si ça marche bien, finalement, on va se priver de ces rencontres. Il ne faudrait pas qu'on crée des alternatives digitales qui soient tellement bien que finalement, on n'aura plus d'atelier de traduction, on n'aura plus d'échange international parce qu'on a prouvé que ça marchait très bien sans. Et comme on avait évidemment déjà cette mise en question tout à fait légitime avec la crise climatique, on n'est pas en train de se mettre nous-mêmes des barrières si on est en train de démontrer à tout le monde que finalement, on n'a pas besoin de foire, on n'a pas besoin d'atelier de traduction. Et de se rendre compte finalement en inventant ces nouveaux modes de rencontre virtuels, de bien comprendre que oui, il y a les solutions de compromis et puis il y a ces nouveaux chemins qu'on est en train de construire qui sont des nouvelles options et que peut-être qu'on est en train de construire un avenir où il y a plus d'options entre l'avion, le mode virtuel
et que, enfin, c'est ce qu'on essaye de faire, d'ouvrir un petit peu cet éventail de possibilités. Mais voilà, je voulais juste redire ça par rapport maintenant à la diffusion de notre programme avec la littérature. On avait le 15 mars cette fameuse date où tout s'est arrêté d'un coup et on s'est retrouvé face à un grand vide. Un projet qui s'appelait Why Wait Translate, traduit très librement, qu'attendons-nous pour traduire? Et je pense que, en tout cas, quelque chose qu'on essaie vraiment de mettre en place, c'est de ne pas attendre. Et d'avoir un petit peu changé notre narration, diffusion, qui était pour nous des rencontres toujours très ponctuelles, très internationales, avec des gens venant du monde entier pour une semaine, et d'essayer en fait de bâtir des stations virtuelles et de rester en contact plus sur le long, d'écrire des journaux de traduction qu'on met en ligne, plus de blogs, plus de... donc en fait un petit peu d'étirer toute cette narration de diffusion autour de la traduction. Et l'exemple que je pourrais donner par rapport au Québec justement, parce qu'on devait recevoir ce mois de mai au LCB 5 auteurs du Québec, donc ont évidemment pas pu venir, qu'on a réinvité pour mai 2021, donc ce n'est que partie remise, mais justement pas se contenter de ce n'est que partie remise, mais on a quand même engrangé, on s'est quand même mis en contact, on a commencé à faire des nouvelles traductions, à avoir des interviews, et on avait hier donc une sorte de tour du Québec, tour virtuel du Québec, qui était pratiquement comme une émission de télévision, avec donc qu'on a produit auparavant, avec des interviews entre traducteurs et auteurs, avec un brassage d'accents, de prise de position sur la littérature du Québec. Et on s'est rendu compte vraiment à quel point ça permettait d'ouvrir des fenêtres un petit peu partout dans le monde, parce qu'il n'y a plus cet empêchement, ah ben non, on ne va pas pouvoir la faire venir juste pour une soirée, ou elle habite loin. Tout d'un coup aussi, cette possibilité avec, on accroche une petite fenêtre Zoom, et ça a pu donner la parole à des gens sinon qu'on n'aurait pas pu inviter aussi facilement. Oui. Donc, on a pu aussi avoir cette belle expérience-là, de la beauté aussi que ça peut prendre, cette diffusion littéraire avec ces outils virtuels. Oui. Donc, il y a des possibilités. Oui, Dominique Lemieux, puis après, Natacha, puis après, on ira vers une question du public. C'est ça, moi, je suis d'accord avec Aurélie. Il faut imaginer ça comme à terme, comme un élément de complémentarité. C'est-à-dire que moi, je souhaite de tout cœur et j'ai hâte de revoir Natacha Canapé-Fontaine à la Maison de la littérature puis de vivre un moment de communion comme on a vécu lors de son dernier passage chez nous. On l'attend impatiemment. Je souhaite à tous les publics de vivre ce moment-là, que ce soit au Québec, que ce soit en France, que ce soit partout à l'international. C'est des moments d'une richesse incommensurable. On ne peut pas remplacer ces rencontres-là. Il y a une richesse là irremplaçable. Mais ensuite, oui, il y a des opportunités aussi. Puis les exemples qu'Aurélie donnait, pour moi, sont significatifs. Puis c'est la même chose pour nous. Il y en a des artistes étrangers qui ne veulent plus se déplacer aujourd'hui en raison de l'âge, en raison de soucis écologiques. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est d'aujourd'hui, on a comme cette conscience-là qu'on peut réellement, néanmoins, organiser des activités ou des projets de rencontres publiques ou autres avec ce type d'intervenants-là, ou nous, par exemple, dans le réseau des villes de littérature UNESCO dont je vous parlais tout à l'heure, on a mis sur pied des rencontres à toutes les 3 semaines où tous les coordonnateurs partout sur la planète se rassemblent, puis on discute de nos réalités, on partage nos bons coups, nos façons de faire. Et ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant la pandémie, qu'on a mis sur pied, puis qui, je pense, est un gain significatif pour notre réseau parce que, de un, on tisse des liens, on développe des projets de collaboration, qui, eux, s'incarnent localement. Par exemple, on a développé un projet de réalisation d'affiches poèmes qui circulent, qui ont été affichés à Wuhan, justement, en Chine ou en Italie également. Donc, c'est des projets qui ont émergé grâce à ces nouveaux moyens de communication-là qui ont surgi. Alors, Natacha, brièvement, parce que là, les questions du public commencent à frémir. Alors, Natacha. Oui, c'est juste à titre d'anecdote, je devais être au Festival international de Berlin début juin avec d'autres auteurs québécois, justement, mais ce qui m'a impressionné, en fait, c'est comment est-ce que le festival a réussi. C'était pour un projet d'atelier de traduction de poèmes entre les auteurs et avec des interprètes et des traducteurs allemands ou français. Puis,
Et là, ils ont vraiment réussi à transposer ça dans Zoom, justement, puis de faire en sorte de quand même créer les rencontres entre les auteurs, les interprètes, les traducteurs. Et c'est sûr qu'au début, ça a été difficile parce qu'on n'était pas encore super bon avec Zoom, mais après, c'est devenu vraiment quelque chose, des rendez-vous hebdomadaires, puis du travail ensemble, en ligne. Ça a vraiment été impressionnant, en fait. Puis là, on a pu, depuis la semaine dernière, livrer notre travail, surtout des vidéos qui vont diffusé sur la chaîne télé du Festival international de Berlin en début juin, justement. Donc, j'ai été vraiment impressionnée. Et maintenant, justement, pour rejoindre ce que Dominique dit, j'ai vraiment hâte de rencontrer les auteurs avec qui j'ai travaillé, qui sont autant au Canada, qui sont en Allemagne. Puis vraiment, j'ai juste hâte de les rencontrer en personne dans le futur. Bien. Alors, une question du public et je vais la diriger vers Gilles Kremer parce que la France a la réputation, à tort ou à raison, il nous le dira, d'être assez progressiste en la matière. Alors, on demande quelles sont les solutions privées et ou publiques les plus innovantes prises pour soutenir les créateurs frappés par la crise liée au confinement imposé par la COVID-19. Donc, on a vu, et sous question, certains pays se distinguent par une plus grande agilité dans ce sens. On a vu dans le Monde au début de la semaine une tribune, on sait que la France par exemple intervient pour les intermittents du spectacle et l'État est très présent en France. On a vu une tribune dans le Monde de lundi dernier, je crois, où des écrivains se disaient laissés pour compte dans ces aides. Gilles Kremer, qu'en est-il en France en matière d'aide privée et publique pour les créateurs? En l'occurrence, il y a des aides qui sont apportées à toutes les entreprises, à toutes les corps les organisations professionnelles, mais précisément pour les individus et les créateurs, c'est là où le système pêche. Et c'est pour ça qu'il y a eu non pas une, mais deux, deux en fait, deux tribunes dans le monde. Une des éditeurs qui rejoint effectivement d'autres, à la fois des libraires et des auteurs, c'est-à-dire que les éditeurs ont une certaine aide. Moi, par exemple, mon équipe est au chômage partiel et en télétravail. Donc là, je rejoins ce qui a été dit précédemment. On se réinvente dans le fonctionnement. C'est-à-dire que maintenant, on n'a pas besoin d'être tous ici pour faire tourner la maison. On peut faire ça depuis chez soi également. Mais d'un autre côté, rien ne remplace le fait de se retrouver quand même physiquement parfois, parce que c'est très lourd de se donner des instructions. On ne se comprend pas toujours, on perd un temps fou. Les gens sont parfois assez susceptibles. Enfin bon, il y a quand même un travail à être. Enfin, le physique est essentiel également. Mais on a des aides de l'État pour ça. Et moi, mon équipe, quand elle est au chômage partiel, je suis remboursé de leur chômage partiel. C'est-à-dire que je n'ai pas à les mettre au chômage pour de vrai, je les garde, ils restent à travailler avec Rive-Neuve, mais je suis aidé par l'État pour pouvoir payer leur salaire quand ils ne travaillent pas. J'ai par ailleurs aussi une petite aide qui est de 1 500 €, ça ne va pas être bien loin, mais enfin c'est toujours bon à prendre, dès lors que mon chiffre d'affaires a chuté de moins de 50%, ce qui est le cas pour le mois d'avril. En revanche, alors les libraires, c'est pareil, ils ont plein d'aides pour soutenir leur activité. Tous les libraires qui sont en difficulté financière, comme toutes les entreprises, qui ne pourront pas payer certaines charges, obtiennent des soutiens, peuvent prendre des emprunts qui sont garantis par le gouvernement, et il y a tout un tas d'aides, et aussi des aides ponctuelles financières qui sont faites soit par la région, soit par l'État, pour aider et surtout sauver les entreprises pour pas qu'elles ne mettent la clé sous la porte. En revanche, dans tout ce système, et c'est ce que vous disiez, ceux qui se plaignent, parce que les intermittents du spectacle ont obtenu gain de cause et donc le système perdure jusqu'à l'année prochaine, au mois d'août 2021, même s'ils n'ont pas eu une activité entre-temps, donc tous leurs droits sont prolongés. En revanche, les écrivains, il n'y a rien pour les écrivains. Les traducteurs, il n'y a rien non plus. Et donc, c'est là tout le sujet, c'est qu'eux réclament en disant on ne peut pas être oublié du système, puisque certes, il faut des libraires pour vendre des livres, certes, il faut des éditeurs pour faire les livres, mais il faut bien qu'il y en ait qui les écrivent, qui aient l'inspiration pour. Et ça, c'est très difficile de caler combien, qui, quoi que, sachant qu'en France, vous avez, je vous le disais tout à l'heure, 100 000 nouveautés par an, et il n'y a que dans les 7 000 à 8 000 personnes qui vivent de leur plume, c'est-à-dire qui sont des écrivains ou des traducteurs officiellement et qui sont inscrits à la sécurité sociale des écrivains.
Donc, vous avez 100 000 publications d'un côté et il n'y en a que 8 000 qui obtiennent au minimum le SMIC pour pouvoir, c'est-à-dire le salaire minimum, pour pouvoir être considérés comme professionnels de leur plume. Donc, vous voyez, entre les deux, il y a une déperdition, effectivement, énormément de gens. Et donc, il y a beaucoup de gens qui sont des écrivains ou qui écrivent et qui ne sont pas reconnus comme tels et qui n'ont pas les aides qui peuvent accompagner leur activité. Donc ça, c'est le vrai sujet actuel. Ouais. Autre question du public, et je vais la poser à Aurélie et à Dominique. Comment organiser une médiation dynamique? Une médiation littéraire, culturelle, comment faire en sorte que ce soit dynamique et pas technique ou statique, ou qu'il y ait quelque chose de la vie qui passe dans la médiation? On se lance là. Alors, Dominique, mais très brièvement, parce que j'ai aussi une autre question. Puis d'accord. Oui. Je pense que encore là, nous, actuellement, on est dans une phase, puis je pense que c'est le cas de plusieurs autres organismes d'expérimentation. Donc, d'essais-erreurs, essayer de s'approprier les outils, de trouver cette façon, justement, de rejoindre de façon dynamique, distinctive les publics. Ceci dit, on réfléchit également à des moyens hors numérique, c'est-à-dire dans l'espace public ou qui va à la rencontre des publics, tout en respectant des mesures de distanciation physique, sociale nécessaires. Il ne faut pas faire fi de ce pan-là important de nos activités. Puis, autrement, pour moi, c'est encore une fois, je l'ai mentionné plus tôt, mais de miser sur des approches professionnelles parce qu'on a aussi, on en a vu, là, puis nous-mêmes avec nos fonds, nos arrière-plans personnels, c'est tout à fait correct, évidemment, dans un contexte comme celui-là, mais il y a ce désir, malgré tout, d'en venir à une qualité professionnelle qu'on aimerait présenter dans un contexte régulier. Et ça, je le dis qu'on est encore dans une phase d'expérimentation autour de ce volet-là. Oui. Aurélie, j'ai plutôt une autre question que je voudrais vous poser parce que, encore une fois, l'heure tourne. Ne pensez-vous pas que la virtualisation soit le prétexte pour les pouvoirs publics de diminuer les aides au secteur culturel en général et au monde des livres, au monde du livre en particulier? L'exemple de l'Allemagne, de ce point de vue, que nous enseigne-t-il? Ah, oui, c'est une très, très bonne question. Je pense que c'est à nous de faire très attention à ça. Après, il ne faut pas non plus penser que virtualisation, ça veut dire forcément que ça ne coûte plus rien parce qu'on reste chez soi et on se Skype. Les nouveaux outils qu'on est en train de développer, je suis moi-même étonnée, tous les sous-titrages, il y a des nouveaux moyens de production qui sont aussi très coûteux. Ça ne veut pas dire virtualisation que tout d'un coup, on est devenu dans un mode un peu plus cheap de la chose. Loin de là, on reste avec la même passion, le même besoin de beauté et on investit avec les mêmes moyens dans le virtuel. Donc ça, c'est important à dire. Donc oui, peut-être qu'on épargne un petit peu sur des voyages. Il y a moins de déplacements, mais par contre, on se retrouve avec des sous-titrages, de la production. C'est des choses qui n'étaient pas là avant. Donc, les aides sont toujours nécessaires. Est-ce qu'en Allemagne, il y a des signes que ces aides pourraient diminuer ou être réorientées différemment? Des signes inquiétants, je veux dire? Bien sûr. Vous parlez à une pessimiste, donc moi, je vois des signes inquiétants partout. C'est évident qu'il faut rester très vigilant et c'est ce que je disais avant aussi, de ne pas nous-mêmes se mettre des barrières dans le sens où on aurait peut-être un petit peu trop bien démontré que finalement on peut se passer les uns des autres et on va se retrouver seulement sur du virtuel et de bien mettre l'accent à quel point tout ce qu'on faisait avant, il faut que ça continue aussi et c'est ce qu'on est en train de développer maintenant, comme disait Dominique, c'est complémentaire. Donc je pense vraiment qu'on a tout cet effort à fournir de bien faire attention, qu'on ne se retrouve pas après dans une réduction du volume qu'on avait avant, mais au contraire. Ouais. Et que, voilà. Oui. Oui, Dominique. Et puis après, une autre question qui s'adressera à l'éditeur. Moi, je pense qu'il faut être conscient qu'on est actuellement, les différents gouvernements sont dans la même réalité, donc réactifs. Donc, il y a des mesures d'urgence qui sont mises en place pour soutenir les différents acteurs. Puis, il y a certains qui sont oubliés en France, comme au Québec, comme en Allemagne, qui n'ont pas la juste part, je dirais, de soutien dans une situation comme celle-là. Donc, les mesures d'urgence. Mais ensuite, je pense que le succès des prochaines formes de soutien financier qui sont offertes
doivent nécessairement être faites en adéquation avec les besoins du milieu, donc toute la consultation, le souci réellement de combler les attentes des milieux, parce qu'il ne faut pas l'oublier, puis ça peut sembler éculé de le répéter, mais c'est un écosystème. On a besoin de chacun des acteurs et d'abord des créateurs et créatrices. On a besoin de chacun des maillons pour que tout ça fonctionne de façon efficace. On va le voir, l'impact sur les activités des librairies. On va le voir, l'impact sur les activités des éditeurs. Il va falloir que les gouvernements soient réactifs en mettant en place des soutiens financiers en adéquation avec les besoins réels. Et je suis d'accord que ce n'est pas la solution numérique qui répondra à tous les besoins. Oui. Gilles Kremer, éditeur. Donc, question qui s'adresse à vous, éditeur. Dans le monde du livre, le pilonnage, destruction de livres invendus après quelques mois, en fait, c'est plutôt après quelques années, est-il un exemple de méthode qui doit disparaître dans le monde d'après, entre guillemets? Bon, le pilon, c'est terrible, mais ça fait partie de la vie d'un livre. C'est-à-dire qu'en fait, on a des publications. Il y a différents niveaux. Moi, je suis du style à recycler quand même pas mal. C'est-à-dire qu'une fois que les ouvrages partent chez le diffuseur-distributeur, c'est des énormes hangars, un peu comme Amazon, ils redistribuent ça vers tous les libraires. Et quand les libraires ne vendent pas les livres, ils les renvoient. Donc ça, c'est assez compliqué à comprendre pour notamment les auteurs, parce que les livres, on pense qu'ils sont vendus, ils n'ont été vendus qu'aux libraires. Et en fait, comme ils ont la capacité de renvoyer les livres, une fois qu'ils les renvoient, il faut les rembourser. Donc, on ne sait jamais exactement combien de livres ont pour de vrai été vendus, parce que ce n'est que lorsque un acheteur, un lecteur a acheté le livre qu'il est vraiment vendu. Vendu à un libraire, ce n'est pas vraiment vendu. Quand c'est retourné, les livres sont parfois abîmés. Et certains éditeurs, les grands éditeurs, pilonnent immédiatement. On ne perd aucun temps à trier les livres. En ce qui nous concerne, nous, on trie les livres pour récupérer ceux qui sont en bon état et les recycler. Et en fait, on pilonne ceux qui sont abîmés. C'est terrible, mais je veux dire, le client est comme ça, le lecteur est comme ça. Si le livre a le moindre petit pet dessus, il ne l'achète plus. Donc, ça n'est plus vendable. Donc, on est obligé de pilonner. Si le pilon est bien fait, et c'est assez légitime, et puis si un livre n'a pas du tout fonctionné, qu'on a des stocks énormes, il faut imaginer, le stock, ça coûte de l'argent. C'est-à-dire que moi, mon diffuseur-distributeur me fait le stock gratuit pendant 1 an, et après, je dois payer 1,20 € pour chaque livre. J'en ai 20 000 chez lui. Vous imaginez les sommes. Donc, ça doit évidemment être géré de manière correcte. On est obligé de pilonner, et si c'est bien fait, le livre est recyclé. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de plus simple que de pilonner du papier pour refaire du papier. Donc, la vie d'un livre, la vie du papier, c'est d'être recyclé éternellement. Et d'une certaine façon, il n'y a rien de choquant à ce qu'il y ait du pilon. Sauf si on est l'auteur de ce livre pilonné, bien sûr. Alors, l'auteur est forcément tenu au courant. Bien sûr. On lui propose de racheter ses stocks à 1 € le livre, enfin au prix du papier. Et si ça ne l'intéresse pas, parce que bon, on imagine bien qu'il n'a pas de l'espace pour ça, on pilonne. Mais si c'est pilonné correctement, c'est-à-dire si on recycle pour faire du carton et du papier, ça n'est pas indécent. Dans un système vertueux, ça n'est pas indécent. Alors, vous savez l'heure est déjà presque écoulée. En fait, je vais prendre la dernière minute pour vous poser, et je vais commencer par Natacha, une question. Vous répondez par oui ou non. Êtes-vous optimiste pour l'avenir, Natacha? Mais oui. J'allais renchérir, mais c'est bon. Très bien. Aurélie Morin, optimiste. J'ai dit tout à l'heure, j'étais pessimiste, donc je suis obligée de répondre par non. Mais en fait, j'ai envie de dire oui. Dominique Lemieux? On ne vous entend pas. Pardon. Je suis d'un naturel optimiste, donc je dirais oui. Et à 12h03, je vous confirme que c'est oui présentement. Oui. Gilles Kremer? Moi, je suis plutôt un pessimiste actif. Donc, de toute façon, nous nous battrons. Très bien, ben merci. Vous voyez, c'est inévitable, il faut introduire des nuances et jamais oui ou non, blanc ou noir.
Et c'est très bien que la réalité soit de la sorte. Alors, je vous remercie, Dominique Lemieux, Aurélie Morin, Natacha Canapé-Fontaine, Gilles Crémer. Je remercie le Goethe Institut à Montréal et le Consulat de France à Québec d'avoir eu cette initiative. Je crois qu'on a passé un bon moment et que c'était très, très utile. Va apparaître bientôt l'adresse où vous pourrez, vous, du public, revoir ou faire du rattrapage sur la chaîne YouTube du Goethe Institut. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi toujours, hein, même heure, sur un autre sujet. Donc, c'est la musique. C'est à 11h, heure du Québec, 17h, heure française et allemande. Et voilà l'adresse qui apparaît. Merci à vous quatre. Merci à vous du public. Et puis, bonne continuation puisque nous sommes optimistes globalement. Au revoir. Merci. Merci, au revoir. Merci. Au revoir.